Donc là, vous avez présenté, présentation, n'est-ce pas? D'abord, n'est-ce pas? Allez-y. Stéphano Amekoudi, je travaille à l'agence universitaire de la francophonie, où je suis responsable du campus numérique francophone de Dakar. Aujourd'hui, je parle plus au nom de la communauté des utilisateurs des logiciels libres, dont la plus grande à Dakar s'appelle Dakarlog. Le matin, vous avez fait une présentation. C'était quoi? Ce matin, j'ai parlé des logiciels libres de façon générale, en abordant les aspects fondamentaux, ce que c'est que les logiciels libres, définition, mais la culture du libre, la communauté, comment contribuer aux logiciels libres, sur toutes les formes de contribution, et faire une petite emphase sur les distributions Linux, et Linux en particulier, parce que dans l'après-midi, nous avons fait une install party, donc une fête d'installation des logiciels libres et en particulier de Linux. Maintenant, parce que c'est un peu confus, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous éclaircir un peu qu'est-ce que ça veut dire logiciel libre et logiciel open source? Souvent, certaines personnes confondent ces deux termes. C'est quoi le libre, c'est quoi open source? Quand est-ce qu'on parle de libre et quand est-ce qu'on parle d'open source? C'est pourtant assez simple. D'abord, un logiciel est dit libre s'il respecte 4 choses. On parle des 4 libertés d'un logiciel. La liberté numéro 0 qui donne le droit à l'utilisateur de pouvoir disposer du logiciel et de pouvoir l'utiliser à n'importe quelle fin. La deuxième liberté qui lui donne le droit de pouvoir étudier le logiciel et de voir son comportement et de l'adapter à ses besoins. La troisième des libertés, liberté numéro 2, qui est la liberté de pouvoir, redistribuer le logiciel. Quand vous avez le logiciel, de pouvoir le donner, le redistribuer, le mettre en téléchargement, enfin, redistribuer le logiciel, donner à n'importe qui si vous l'avez acquis. Et la dernière, qui est la liberté de pouvoir améliorer le logiciel s'il ne répond pas à vos besoins et surtout de devoir mettre à disposition les améliorations que vous avez faites. Donc, si vous voyez bien, parmi ces 4 libertés, il y a 2 qui nous disent pouvoir modifier le logiciel, pouvoir l'étudier, pouvoir l'améliorer. On ne peut pas modifier un logiciel, l'améliorer, l'étudier si on n'a pas accès à ce que le programmeur, le développeur du logiciel a fait, ce qu'on appelle le code source du logiciel ou le programme du logiciel. Donc les 4 libertés des logiciels libres donnent droit aussi à mettre à disposition le code source, donc à ouvrir le code source du logiciel. Et en opposé donc à ces 4 libertés, dès qu'une des 4 libertés est brimée, le logiciel n'est plus un logiciel libre. Et cette définition a été mise en place par l'un des pères du logiciel libre, enfin celui qui a développé un des gros outils du logiciel qui est l'outil GNU, mais qui surtout a mis en place cet aspect juridique des logiciels libres. Un logiciel n'est défini que par sa licence. Donc ce sont les licences libres qui font qu'un logiciel est dit libre. Donc un des pères qui a écrit cette licence, la première licence logiciel libre s'appelle Richard Stallman, qui a mis en place là. Donc en opposé à la fondation Free Software Foundation de Richard Stallman qui a défini les logiciels libres, il y a eu un autre penchant qui est l'OSI, l'organisme qui définit aujourd'hui ce que c'est qu'un logiciel à code source ouvert, open source initiative, qui eux sont plus orientés vers l'aspect technique. Donc juste l'ouverture du code. Donc aujourd'hui, un logiciel peut avoir son code source ouvert, donc disponible à être étudié, mais bridé par exemple la liberté de pouvoir redistribuer le logiciel. Donc un logiciel peut avoir son code source ouvert, mais tant que les 4 libertés ou bien les 3 autres libertés ne sont pas
à la disposition de l'utilisateur, le logiciel n'est pas libre. Un logiciel libre est toujours ouvert, ou bien a toujours son code source ouvert, mais le logiciel à code source ouvert n'est pas forcément un logiciel libre. Maintenant, entre ces deux logiciels, lequel est téléchargeable gratuitement sur Internet, lequel on peut s'en occuper gratuitement sur Internet? Il faut faire attention à ce mot que vous venez d'utiliser, qui est le mot gratuit. On a défini les 4 libertés tout à l'heure. Utiliser à tout fin, copier, redistribuer, étudier et améliorer. À aucun moment on a dit que pour copier, il faut copier gratuitement. La notion de valeur financière ne fait pas partie des 4 libertés. Donc un logiciel peut être libre, mais pour l'acquérir, on peut vous demander de payer. Le concepteur peut dire qu'il a besoin de café pour faire son travail, donc il faut payer pour ça. Le temps de travail homme-jour qu'il a passé à écrire son code, il peut demander à être rémunéré pour ça. Mais ce qu'il dit simplement, c'est que quand vous aurez le logiciel, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, en guillemets, les 4 choses qu'on a définies, les 4 libertés qu'on a définies, vous pouvez bénéficier de toutes ces 4 libertés. Donc, libre ne veut pas dire gratuit. Mais maintenant, parce que généralement on dit qu'on peut redistribuer ça, donc les logiciels libres, donc j'ai dit généralement, la liberté de redistribution et de copier, font qu'une bonne partie des logiciels libres sont gratuits. Mais je répète, le logiciel libre ne veut pas dire gratuit. Et selon vous, quel impact peut avoir ces logiciels libres ici en Afrique, particulièrement au Sénégal où nous sommes? Alors, dans ce monde de concurrence où nous vivons, où les sociétés développées, je parle de sociétés, je parle des pays développés, ont plus d'opportunités que nous pour accéder à des outils, pour accéder à des financements. Les entreprises ont plus de facilité à accéder au financement. Le milieu universitaire de l'éducation a plus de subventions de l'État, etc. Pour que nous, en Afrique, dans les pays sous-développés, puissions être compétitifs, pour créer de la valeur, il faut que nous puissions trouver des moyens de pouvoir être en mode de compétition, c'est-à-dire être en coopération sur les chaînes de valeur où nos sociétés, nos entreprises ne pouvons rien gagner et aller seulement en compétition sur les chaînes où nous avons de la valeur ajoutée. L'exemple le plus simple, c'est l'exemple de Linux, par exemple, où les grandes sociétés, IBM, HP, Cisco, Oracle, mettent de la valeur en donnant du temps de travail de leurs ingénieurs à faire développer cet outil-là. Parce que si Linux est bon, plus ils vont vendre leurs outils. Oracle va mieux vendre, et IBM va mieux vendre ses serveurs, HP va mieux vendre ses outils d'entreprise. Si le socle est bon, donc ils contribuent à faire développer le socle et ils rentrent en concurrence sur le marché, sur là où ils ont de la valeur, ce sont sur leurs outils spécifiques. C'est comme ça que nous devons réfléchir aujourd'hui en nous disant, en nous mettant de la matière dans les logiciels libres. Si nos communautés collectives, les mairies, se mettent ensemble en disant nous avons besoin par exemple d'un outil de gestion de la mairie. Au lieu de recruter un ingénieur qui nous coûte cher, mettons tous en place, donnons un peu de temps à nos techniciens qui vont contribuer ensemble sur un projet. Ce projet va être libre. Comme ça, d'autres personnes vont contribuer à ce projet et ça va grandir plus rapidement et ça va être répondre plus vite à nos besoins. Ils réduisent le coût de développement du logiciel et ils ont un logiciel qui a une meilleure capacité, une meilleure qualité. Et nos écoles, aujourd'hui, acheter une licence pour une université comme l'université de Dakar, ça coûte des millions. On réduit cela pour mettre de l'argent dans la construction d'un bâtiment, dans la formation des enseignants et le coût d'achat du logiciel, on fait autre chose avec. Donc créons des logiciels libres aujourd'hui
vont nous permettre de créer de la valeur, d'être plus compétitif, de maîtriser le coût de nos achats, de gagner dans l'interopérabilité de nos systèmes. Si on a un logiciel aujourd'hui, demain on ne sait pas si la société qui l'a développé va mourir ou pas. Si la société meurt, donc on commence à se tirer les cheveux en se demandant comment faire pour que le logiciel continue à vivre. Si on avait investi sur un logiciel libre, on sait que si celui qui le développait meurt, le logiciel est dans la communauté, quelqu'un d'autre va le reprendre. Donc, on crée de l'interopérabilité avec le futur, on est pertinent, on garde la souveraineté de nos données. Donc voilà tous ces éléments qui font que nos États, nos administrations, nos pouvoirs publics doivent faire le pari des logiciels libres parce qu'un ingénieur qui aujourd'hui s'investit dans les logiciels libres également est connu dans tout le monde entier parce qu'il y a cet aspect d'effet réseau, de méritocratie qui est à l'intérieur. Tous ces éléments font que c'est là-bas que nous devons miser notre avenir. D'après tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut donc retenir que l'avenir des technologies de l'information et de la communication, c'est les livres? Le futur, ce sont les logiciels libres. Travaillant dans le milieu universitaire, je ne peux en guillemets que soutenir cela. Les logiciels libres sont nés dans le milieu universitaire. On gagne en recherche et développement parce que la communauté contribue à notre recherche et développement et en même temps parce que la communauté contribue, on contribue à la formation de futurs cadres, de futurs ingénieurs, de futures compétences et on crée de la valeur qui se retourne, ça ne s'arrête pas. Et la recherche scientifique est basée sur le principe de mon travail est ouvert qui permet de faire en sorte que la recherche de l'un débute par les résultats de l'autre. Donc on crée de la valeur continuellement. Et notre avenir ou l'avenir des technologies de l'information dépend de cela. La preuve aujourd'hui, c'est que toutes les statistiques montrent que l'innovation dans le monde des technologies de l'information proviennent aujourd'hui des logiciels libres. Merci.